Bienvenue dans ce 4e hors-série de la matrescence. Un mercredi par mois, un ou une experte répondra à vos questions. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le compte Instagram de la matrescence pour poser vos questions sous le post concerné. Pour ce mois de mai, honneur à l'allaitement. Julie Longy est consultante en lactation certifiée IBCLC depuis 2010. Elle accompagne les parents à partir du projet d'enfant jusqu'au sevrage. En France, 70% des enfants seraient allaités selon une dernière étude à la sortie de la maternité, mais ce chiffre chute drastiquement après 1 mois, puisque seulement un enfant sur 2 continue d'être nourri au sein à partir de 4 semaines. Beaucoup d'explications à cela et notamment le manque d'informations, alors cet épisode est fait pour vous. Dans cet épisode, Julie évoque plusieurs thèmes importants, la reprise du travail, l'allaitement après un cancer, le sevrage et le passage au biberon, les freins de langue ou de bouche, la douleur liée à l'allaitement est-elle vraiment normale ? Bref, vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions dans cet épisode et puis si ce n'est pas le cas, ce serait normal, n'hésitez pas à consulter une professionnelle de l'allaitement. Très bonne écoute. Salut Julie. Bonjour, bonjour Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce hors-série avec moi pour parler d'un sujet passionnant et très peu évoqué ou en tout cas avec pas assez d'informations, l'allaitement. Tu as donc eu ce dur travail de choisir 10 questions qui vont être abordées dans cet épisode et je vais commencer tout de suite par la première et qui est très intéressante pour les futures mamans. Comment se prépare-t-on à l'allaitement pendant la grossesse ? Quelle lecture, quels conseils, quel matériel ? Alors effectivement, ça peut être vraiment intéressant de se préparer à l'allaitement parce qu'en France, on a des taux d'allaitement qui sont pas très élevés et c'est pas vraiment la norme. L'allaitement n'est pas la norme de l'alimentation pour nos bébés. Donc, la plupart du temps, les mamans qui deviennent mères et qui se posent la question à savoir comment elles vont nourrir leur bébé, bien souvent, elles n'ont jamais vu un bébé au sein. Elles ne savent pas ce que c'est d'allaiter un bébé. Elles-mêmes, peut-être, elles n'ont même pas été allaitées. Donc tout ça, ça pose question. Les professionnels en France non plus ont pas vraiment de formation très longue en allaitement, notamment pour citer par exemple les pédiatres, dans toutes leurs années d'études, ils doivent avoir 4-5 heures d'allaitement, quoi. Donc c'est vrai que pour accompagner l'allaitement, c'est pas forcément ça peut être compliqué en tout cas. Donc ça peut être vraiment intéressant de se préparer à l'allaitement pour connaître un petit peu les besoins et les rythmes du bébé ou tout simplement savoir ce que c'est un bébé et comment va se passer un petit peu à la naissance, la rencontre, le démarrage de l'allaitement, etc., etc. Donc toutes ces petites choses-là, ça peut être intéressant d'aller avoir ces infos-là lors d'une consultation d'allaitement ou tout simplement avec sa consultation avec sa sage-femme. Lors de la préparation, il y a un cours normalement sur l'allaitement. Donc ça peut être dans ces moments-là où on peut poser toutes les questions et que la sage-femme ou la consultante va prendre le temps de répondre à tout ça. En premier rendez-vous, ce que je demande souvent aux mamans, parce que j'ai très peu souvent les papas avec les mamans, ce que je demande à la maman, c'est si ça a été un choix évident pour elle ou est-ce qu'elle s'est posé la question de savoir comment elle allait nourrir son bébé. Déjà parce que on n'aura pas forcément les mêmes attentes et en tout cas les mêmes questionnements. Après, globalement, je demande aussi si elle a été allaitée elle-même et si son conjoint a été allaité. On peut aussi discuter quel est le regard du parent ou de l'autre du papa ou de l'autre parent un petit peu concernant l'allaitement. Et après, on va surtout parler un petit peu de ce démarrage de l'allaitement, de l'arrivée du bébé, par exemple, en salle de naissance, de la fameuse première tétée avec le pot à pot, le comportement du bébé.
puisqu'ils sont tous plus ou moins stéréotypés, et il va se passer un petit peu les mêmes choses quand l'accouchement évidemment se passe bien, que le bébé est né à terme et qu'il s'adapte bien. Du coup, il va y avoir cette première rencontre où le bébé, il a toutes les compétences pour pouvoir arriver à faire cette première tétée et rencontrer ses parents. Donc, on va parler un petit peu de l'importance qu'à ce moment-là précis, personne n'intervienne dans la relation que va avoir les parents avec son bébé, pour que justement cette rencontre se fasse le plus naturellement possible et qu'il n'y ait pas de parasites, où à ce moment-là, les professionnels ne devraient pas intervenir, toucher l'enfant ou essayer de le mettre au sein. Les parents, ils savent faire tout ça, si on les laisse tranquilles et se découvrir tranquillement tous les trois. Donc ça, c'est important d'informer les parents qui sont tout à fait capables de répondre aux besoins de leur bébé, notamment à ce moment-là, à la première rencontre, parce que ça, c'est des moments où ils s'en souviendront toute leur vie. Et qu'est-ce que tu recommandes comme lecture, par exemple ? Au niveau des lectures, alors évidemment, en premier, j'ai un petit faible pour le guide très illustré de l'allaitement de Caroline. Mm-hmm. Parce que je trouve que c'est un livre où il y a des vraies infos. Il est bourré d'humour, il est fun, il est actuel, il est vraiment très chouette. Et puis on peut le lire dans tous les sens, on n'est pas obligé de le lire du début à la fin, on peut prendre par chapitre, donc il est très, très intéressant. Après, moi j'aime beaucoup également, même si j'aime pas le titre, c'est La Bible de l'allaitement de Véronique Darmanjat. Alors le titre n'est pas très fun, mais le contenu est extraordinaire. Parce que là encore, il y a plein de chapitres, on n'est pas obligé de le lire dans l'ordre en fait. On peut aller piocher des infos au moment où on a des interrogations. Donc ça peut être intéressant. Et sinon, j'ai pensé également au 4e trimestre de la grossesse d'Ingrid Bayou, qui nous parle de ces fameux 3 premiers mois où il y a les besoins importants du bébé auxquels les parents vont répondre, qui sont très intenses. Et également tout le côté où chaque parent va trouver sa place petit à petit, et où la maman doit aussi changer de place dans sa famille en fait, et elle doit petit à petit on parle beaucoup de la dégestation, c'est-à-dire que la maman, elle n'est plus enceinte. Après 9 mois passés enceinte, il va falloir qu'elle retrouve petit à petit son corps et qu'elle prenne soin d'elle, tout en prenant soin des besoins de son bébé. Et ces 3 premiers mois-là, ils sont souvent très intenses parce que les bébés, ils ont un peu les mêmes besoins qu'ils connaissaient in utero. C'est-à-dire d'être contenu, d'être porté, d'être bercé, de manger 24 heures sur 24. Donc, c'est des besoins qui sont très, très intenses et qui sont d'autant plus intenses dans notre société où finalement, tout doit aller très vite, où on laisse peu de place à prendre le temps, quoi. Prendre le temps de découvrir, de se poser, de juste rien faire. Et ça complique un petit peu le démarrage de la parentalité, quoi. Alors, est-ce qu'il y a besoin du coup de matériel, elle demande cette maman? Et a priori, pour allaiter, un sein ou 2 seins, c'est bien, et 1 ou 2 bébés. Globalement, il n'y a pas besoin de grand-chose, en fait. Et d'un papa ou d'un autre parent, c'est bien aussi, parce que c'est des vrais coachs, les papas. Ça fonctionne, l'allaitement fonctionne parce qu'ils sont derrière et qu'ils valorisent, qu'ils soutiennent, ils encouragent. C'est vraiment, vraiment important d'être soutenu surtout dans le démarrage. C'est vrai, c'est pas faux. Et tu recommanderais pas les pads, enfin les patchs, je sais plus comment on appelle ça, quand t'as un sein qui tire et l'autre qui coule pour pas avoir des fuites? Ah, les petits. Ah oui, je vois ce que. Ça va dépendre. C'est-à-dire que c'est pas forcément du matériel qu'on va acheter forcément, avant d'aller à la maternité, par exemple. C'est vrai. Mais on découvre vite que parfois on a besoin d'essuyer le sein d'à côté. Crèmes, ouais. C'est vrai. Alors, deuxième question. Très intéressante d'ailleurs cette question. Comment mettre en place l'allaitement après une césarienne? Quelles sont les recommandations? Est-ce que les 2 heures en salle de réveil vont poser problème? Elles me font peur. Ouais.
Oui. Alors, au niveau de la césarienne, alors ce qui va faire un petit peu la différence, ça va être la césarienne programmée, où là, on va pouvoir un petit peu s'organiser autour de ce démarrage et puis pouvoir discuter un petit peu avec l'équipe de savoir si le bébé a accès à la salle de réveil ou absolument pas, si on a un petit peu son bébé en salle d'opération ou pas. Donc ça, c'est des petites choses que quand il y a une césarienne de programmée, les parents peuvent discuter avec l'équipe. Après, quand la césarienne est en urgence, ça va être un petit peu différent pour les parents. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut discuter en amont avec l'équipe, à savoir, s'il y a une césarienne en urgence, est-ce que mon bébé sera avec moi en salle de réveil? Est-ce que le pot à pot est possible? Qu'est-ce qui s'offre à nous, quoi? Donc d'essayer vraiment de discuter des différentes possibilités qu'il y a. Après, quand c'est une césarienne programmée et que par exemple la première tétée peut pas se faire en salle de réveil parce qu'il y a encore plein de maternités où c'est pas possible, je propose à la maman d'exprimer un petit peu de lait la veille, de le mettre au frigo de la maternité parce que souvent elle rentre la veille. Et comme ça, au moment de la naissance du bébé, le papa peut faire un peu de pot à pot avec son bébé et donner ce colostrum à son bébé en attendant que la première tétée puisse se mettre en place. Donc ça, c'est des petites choses hyper simples à faire, mais qui sont importantes aussi. Ça évite surtout que le bébé reçoive un autre lait en attendant sa maman si, par exemple, il manifestait des signes de faim. D'accord. Oui, donc on peut anticiper. Donc ça peut être tout à fait. Okay. Tout à fait. Au même titre que, par exemple, si un bébé ne tète pas en salle de naissance, que ce soit sans parler de césarienne, on peut exprimer un petit peu de lait dans une petite cuillère. Donc, je conseille souvent de partir à la maternité avec une petite cuillère. Comme ça, la maman, elle peut exprimer quelques gouttes de colostrum dans la petite cuillère et l'offrir à son bébé. Tu vois qu'il faut du matériel, voilà. Il faut une petite cuillère. C'est vrai. Et oui. Non, mais donc ça veut dire c'est pas rédhibitoire la césarienne. On peut mettre en place évidemment un allaitement derrière une césarienne. Ouais. Et après, par contre, quand la maman revient en chambre et qu'elle retrouve son conjoint et son bébé, là, c'est pot à pot à fond les ballons. On garde le bébé à proximité et si, par exemple, on a loupé le coche et qu'il s'endort, rien ne nous empêche de reprélever un petit peu de colostrum et de lui donner jusqu'à temps qu'il se réveille tranquillement, quoi. Comme ça permet surtout de mettre en route la production de lait, puisqu'on va profiter de ce champ hormonal tout de suite après la naissance, qui est propice au lancement en fait de la production de lait. Donc ça c'est intéressant et on va offrir au bébé du colostrum qui va entre guillemets mettre un peu en route son organisme pour éliminer notamment le méconium. Voilà. C'est l'élixir, c'est ça? Exactement. C'est le liquide le plus précieux au monde. C'est ça. Alors, troisième question. Lors de la naissance de mon fils, on m'avait dit que j'avais les mamelons plats. Bilan, je suis passée au biberon. Est-ce que j'aurais pu préparer les choses en amont et allaiter ? Eh oui. Alors souvent, on a des a priori sur la forme des seins des mamans, sur la forme des mamelons. Également, je rajouterais aussi sur la couleur de la peau. Des fois, souvent, on dit que les mamans à peau blanche sont plus fragiles et vont plus avoir de crevasses. Il y a une étude irlandaise qui dit que les Irlandaises n'ont pas plus de crevasses que nous. Donc, ça n'a pas du tout de rapport. Effectivement, alors les mamans au plat, déjà un bébé pour qu'il s'accroche au sein, il va pas prendre que le mamelon dans sa bouche, il va prendre une grosse partie de l'aréole. Et après, c'est le bébé qui va aspirer le mamelon pour aller le mettre là où il doit le mettre dans sa bouche. Donc globalement, il n'y a même pas besoin de mamelon pour que le bébé il tète. Donc ça, déjà, faut pas s'inquiéter. Et puis, bien souvent, le mamelon plat, quand on fait une petite stimulation du mamelon, le mamelon, il ressort assez facilement. Les mamelons qui vont poser, à la limite, un peu de problème, c'est ce qu'on appelle les mamelons invaginés. C'est-à-dire où vraiment le mamelon, il est rentré et à la stimulation, il sort absolument pas, voire il rentre encore plus. Donc là, ça peut être un petit peu plus problématique pour les bébés de s'accrocher.
Et surtout, ça peut générer parfois quelques douleurs, parce que quand on a des mamelons un petit peu invaginés, les canaux à l'intérieur peuvent être un peu courts. Donc, si le bébé a tendance à aspirer un petit peu le mamelon pour téter, ça peut être un petit peu plus douloureux pour les mamans. Mais ça ne veut pas dire que on doit arrêter l'allaitement, surtout pendant le séjour, parce que le bébé, il va performer, il va apprendre à téter au fil des jours et il va être beaucoup plus compétent en grandissant. Donc, même si au départ la mise au sein peut paraître un petit peu compliquée, rien ne n'empêche de tirer son lait et le donner autrement en attendant que le bébé soit capable de prendre le sein, quoi. Et pourquoi est-ce que les professionnels de santé, parce que j'imagine quand on m'a dit que, enfin peut-être que c'est l'entourage, mais pourquoi les professionnels de santé n'encouragent pas en sachant, enfin c'est parce qu'ils n'ont pas ces informations que tu donnes là? Ben, je pense les professionnels des maternités sont pas assez formés, que ce soit les sages-femmes ou les auxiliaires de puériculture, les puéricultrices, etc. Elles ont des petites formations, donc soit il y a des consultantes dans la maternité où elles travaillent et à ce moment-là, elles peuvent avoir des formations de façon régulière et accès à l'information, ou même quand l'équipe est confrontée à une problématique comme ça, elles peuvent faire appel à une consultante sur le terrain qui va venir accompagner cette maman. Mais ce qui n'est pas le cas de beaucoup de maternités, et dans la majorité des maternités, quand on est confronté à un problème de mise au sein, que les séjours se raccourcissent, faut que le bébé mange, peu importe si finalement le projet des parents est soutenu en fait. C'est ça qui est malheureux, c'est que les séjours se raccourcissent, donc on a quasiment peu le temps de mettre en place les choses, quoi. Et bien souvent, au bout de 2 jours, l'allaitement il est pas mis en place, quoi. Donc s'il y a un défaut de démarrage, que le bébé s'y met pas ou quoi, on va globalement dire aux parents, bon là, écoutez, soit vous tirez votre lait, vous le donnez au bib, soit vous arrêtez, quoi. Et c'est ça qui est un peu triste, c'est qu'on laisse pas le temps au bébé ni aux parents de peaufiner un petit peu ce démarrage d'allaitement, quoi. Alors, 4e question. Ma fille a bientôt 3 mois et je l'allaite exclusivement. Je vais reprendre le travail quand elle aura 6 mois et demi. Quand puis-je introduire un biberon pour préparer la reprise? Quel risque de confusion sein-tétine? Ou au contraire, qu'elle ne veuille pas prendre le biberon? Question importante parce que je pense que ça concerne énormément de mamans allaitantes qui Tout à reprennent le fait. travail. Oui. Alors, la reprise du travail, c'est une vraie phase dans l'allaitement parce que parfois, ça peut être synonyme de sevrage. Or, il y a quand même une loi qui protège la poursuite de l'allaitement sur le lieu de travail. Donc, il faut pas hésiter à s'en appuyer quand on va demander à son boss l'autorisation d'allaiter à la reprise du travail. Et plus il y aura de mamans qui vont s'autoriser ça, plus ça va être démocratisé et plus tout le monde aura un regard plutôt bienveillant sur la reprise du travail en allaitant. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas se priver de le faire. Ensuite, reprendre le travail à 3 mois ou à 6 mois et demi, ça peut être un petit peu différent. Alors, pas forcément sur l'organisation et la quantité de lait qu'on va proposer à son bébé, mais sur le contenant qu'on va utiliser. C'est-à-dire que là, la maman, elle va reprendre son bébé, aura 6 mois et demi. On n'est pas obligé de passer par la case biberon. À 6 mois et demi, un bébé peut tout à fait boire à la tasse, même avec une petite tasse où il y a une petite paille. Il est tout à fait compétent. Donc là encore, c'est pas forcément intéressant d'introduire un biberon. En plus, ça, c'est des choses qu'on peut facilement expliquer peut-être au nounou ou à la crèche. À 6 mois et demi, c'est plus facile en tout cas qu'à 3 mois. Après, à 3 mois, ce qui peut poser problème, là encore, parce que les gens ne sont pas formés suffisamment pour l'accueil du bébé allaité, c'est qu'on va passer par la case biberon. Parce que ça peut être un peu compliqué, par exemple en crèche ou quand une nounou a plusieurs enfants à s'occuper, de donner le lait autrement qu'au biberon. Donc c'est toujours un peu cette problématique. Et en plus, on entend beaucoup parler de cette histoire de confusion sein-tétine. Alors, cette confusion, tous les experts en allaitement sont pas forcément d'accord
sur ce que ça peut créer. En tout cas, quoi qu'il en soit, si le fait d'introduire un biberon dans l'alimentation du bébé, ça crée des problématiques, c'est que ces problématiques, elles étaient déjà là avant l'introduction de ce biberon, mais qu'elles sont passées inaperçues ou qu'elles n'ont pas été dépistées. Mais en fait, c'est pas le biberon qui va créer la problématique. C'est ça, donc il faut pas en fait diaboliser le biberon et avoir peur d'introduire un biberon parce que on reprend le travail très vite et que parfois les mamans elles ont pas le choix du contenant. Hein. Donc faut pas leur faire peur. Moi je préfère expliquer un petit peu aux parents comment donner un biberon de manière physiologique. Où on prend l'enfant qui est quasiment assis, on va lui donner le biberon de manière horizontale, avec une tétine basse étroite, débilant, et puis une tétine longue, pour essayer vraiment de se rapprocher le plus possible de la façon un petit peu le téter au sein, et d'adapter des quantités. C'est-à-dire on va vraiment essayer de calquer les quantités sur la façon de téter qu'il aurait s'il était avec sa mère, notamment par rapport à la fréquence des tétés. C'est-à-dire que le fait d'introduire des biberons ou autre chose chez le temps de travail, en fait, ça doit pas réduire la fréquence des apports en lait, en fait. C'est-à-dire que si le bébé, avant de reprendre le travail, était à 10 tétés, il faut rester sur ces 10 tétés et adapter évidemment au temps de garde chez la maman. Donc ça, c'est hyper Faut pas important parce reprendre que si chez la nounou, les non, recommandations qu'on donne au biberon. Non, pas du tout. Parce que là, on risquerait pour le coup que le bébé, il ait des grosses quantités au biberon, par exemple, je sais pas, je dis 180. Si la maman, dans son sein, elle a une capacité de contenance à fait de 100 millilitres, et le bébé, il peut être frustré parce qu'il va être habitué à avoir des grosses quantités chez la nounou. Et ça peut un petit peu. Donc, on va essayer de s'adapter vraiment à la situation de chaque couple maman-bébé. Donc, c'est-à-dire que des fois, on va se retrouver avec des bébés qui, à 8 mois, ont encore 10 tétés et d'autres bébés plus petits, à 5 mois, qui vont être encore à 6 tétés. Ça va dépendre. On ne peut pas calquer parce que globalement, toutes les mamans produisent à peu près la même quantité sur 24 heures. Par contre, ce qui peut faire varier la fréquence des tétés, c'est la capacité de stockage qui peut être différente. Donc, qui va induire la quantité que le bébé peut prélever. Donc, c'est pour ça, et j'aimerais qu'on le précise, que c'est à la demande, l'allaitement. Tout à fait. Exactement. Et qu'on peut pas dire, par exemple, parce qu'un bébé à 12 mois tète encore 10 fois par jour, que c'est trop. Parce que c'est sûrement pas trop et qu'il a besoin de toutes ces tétées pour avoir derrière une croissance harmonieuse. Et que si on se permet, par exemple, d'enlever des tétées de nuit, le mois d'après, sûrement que ce bébé il ne prendra plus correctement du poids et qu'on va faire baisser la production de lait chez sa maman. Ok. Bonjour. Pour un problème de santé, je dois arrêter l'allaitement pour ma fille de 5 mois. Comment passer donc du sein au biberon sans que ça traumatise ? Est-ce que vraiment c'est un traumatisme pour un bébé ? Ou est-ce que c'est nous les parents qui le vivons de cette manière ? Je pense qu'après, on associe des comportements du bébé, bien sûr, et puis dans une situation d'arrêt d'allaitement où on ne choisit pas, émotionnellement, c'est toujours très compliqué pour les mamans. Hein. Alors moi, cette maman, j'aimerais lui poser la question, savoir si effectivement, est-ce qu'elle est vraiment obligée d'arrêter l'allaitement ? Parce qu'il y a quand même globalement, alors je sais pas, là on n'a pas le contexte, si c'est une intervention, un traitement, je ne sais pas. Déjà, savoir si vraiment c'est obligatoire parce qu'il y a beaucoup de traitements, je pense notamment aux médicaments qui sont compatibles avec l'allaitement. La plupart aussi des interventions qui vont être compatibles, que ce soit une anesthésie ou quelque chose comme ça. Après, il ne faut pas hésiter qu'elle discute avec son médecin. Il y a le site du CRAT, c'est le centre de pharmacovigilance de l'hôpital Trousseau à Paris qui a référencé beaucoup de médicaments. Donc ça peut être une piste aussi. Après, dans le cas où elle est vraiment obligée d'arrêter, c'est quand même important que ce soit pour elle et pour sa petite fille de prendre le temps de sevrer vraiment en douceur, d'expliquer à son bébé ce qui va se passer.
et vraiment de le faire vraiment en douceur pour que ça se passe le mieux possible et que tout le monde soit à l'aise avec cette situation-là, quoi. Donc ça va être, souvent on va remplacer à 5 mois, le bébé il est sûrement pas diversifié, donc ça peut être, on va remplacer une tétée par un biberon et y aller tout doucement. Donc si par exemple au départ le bébé il aime pas forcément le goût du lait artificiel, et peut-être commencer en donnant le biberon avec du lait maternel pour que déjà il apprivoise un petit peu la tétine, et puis petit à petit introduire tout doucement du lait artificiel, parce que c'est sûr qu'il y a il y a le contenant, mais aussi il y a le goût du lait qui est complètement différent. Le lait maternel, il a les saveurs de ce que la maman mange. Le lait artificiel, il a le même goût, quoi. Et puis c'est pas très très bon, pour avoir goûté, c'est pas très très bon. Donc tu t'es risqué à goûter ça? Bon. Non, mais c'est des collègues qui m'avaient qui m'avaient traumatisée. C'est une blague. Donc voilà. Donc peut-être, en tout cas, y aller tout doucement. Pas hésiter aussi encore à se faire accompagner, parce que quand c'est un sevrage dans des conditions comme ça de santé où on ne choisit pas, on peut être un peu triste à cette idée-là, puisque c'était certainement pas ce que cette maman avait choisi. Donc elle n'hésite pas vraiment à se faire accompagner, et puis prendre un temps avec sa fille aussi pour poser les choses, lui dire aussi tout ce qu'elle ressent. Parce que ça, c'est important aussi. Les bébés ressentent nos émotions, donc pas hésiter à vraiment lui dire que voilà, que c'est pas facile. Et en tout cas, bien rediscuter avec le médecin, parce que si c'est une histoire de traitement, peut-être qu'il y a un traitement qui existe, qui est compatible. Alors là, c'est une autre question concernant la santé de la maman. Peut-on allaiter après un cancer du sein non hormonal avec tumorectomie? Si oui, un sein ou les deux? D'accord. Donc oui, c'est tout à fait possible d'allaiter après avoir eu un cancer du sein, même avec une tumorectomie. Donc c'est le fait d'enlever la tumeur dans le sein. Alors suivant le traitement que la maman a pu avoir, comme de la chimio ou de la radiothérapie, par exemple la radiothérapie a pu abîmer la glande mammaire. Donc on ne sait pas si la glande mammaire va pouvoir en tout cas produire du lait. En tout cas, on peut essayer. De toute manière, on peut allaiter que d'un sein, ça pose pas de problème. Donc une maman qui par exemple aurait le sein où elle a eu un cancer qui ne fonctionnerait pas, c'est absolument pas un problème. Ça ne doit pas remettre en cause sa décision d'allaiter. Elle peut tout à fait allaiter que d'un côté, sans problème. C'est le cas, moi ça m'est déjà arrivé d'accompagner des mamans dans cette situation-là. La nature, elle est bien faite. Si on a deux seins, c'est s'il y en a un qui tombe en panne, l'autre prend le relais. Donc on peut allaiter que d'un sein. Ça pose pas de problème. C'est aussi le cas parfois quand il y a des mamans qui font des abcès du sein et qu'elles ont eu une intervention chirurgicale pour régler ce problème d'abcès et qu'elles veulent plus donner sur ce côté-là. Elles allaitent longtemps sur l'autre sein, ça pose pas de problème. La nature s'adapte. Et est-ce que tu conseillerais pour cette personne, d'être vraiment accompagnée parce que c'est une situation particulière? Je pense, oui. Tout à fait. Tout à fait. Ça peut être intéressant de rediscuter aussi, parce que dès que ça touche au sein, c'est quand même notre féminité, etc. Il y a des choses au niveau émotionnel qu'on peut rediscuter aussi pendant la grossesse, qu'elle n'hésite pas aussi à en rediscuter avec sa sage-femme. Pour voir un petit peu, et puis préparer surtout l'allaitement qui sera sûrement différent, mais qui sera un allaitement, il n'y a pas de au contraire. Alors, prochaine question. Comment bien rééduquer la langue après une frénotomie? La frénotomie, est-ce qu'elle est bénéfique pour l'allaitement et l'enfant? Alors, explique-nous déjà ce qu'est la frénotomie. Alors la frénotomie, c'est le fait de couper donc un frein de langue qui serait restrictif sous la langue. Donc c'est un petit filet qu'on a qui empêche en fait la langue d'avoir une fonction complète et optimale. Et on peut également avoir un frein de lèvres qu'on retrouve globalement, pour que les gens visualisent bien, c'est les dents du bonheur. Voilà. Donc c'est ça. En fait, on a tous des freins.
Mais chez certains bébés ou même chez certains adultes, ils sont restrictifs, c'est-à-dire qu'ils empêchent la langue d'avoir une fonction optimale. Donc ça peut évidemment poser des problèmes dans l'allaitement, notamment des crevasses, une ouverture de bouche qui n'est pas assez grande, le mamelon qui va pas se loger au bon endroit dans la bouche, etc. Donc après, derrière, des bébés qui ne prennent pas suffisamment de poids, des lactations qui se mettent pas suffisamment en place. Donc quand on fait une frénotomie, qu'on se dirige vers la frénotomie, déjà ça va être intéressant de se faire accompagner parce qu'on va préparer ce geste en amont avec soit une consultante en lactation qui va être formée aux freins restrictifs et d'ailleurs y compris pour les bébés qui ne sont pas allaités. Ça peut être intéressant de préparer dans le sens où on va pas faire un geste dans la bouche d'un bébé si c'est un bébé par exemple qui ne supporterait pas qu'on lui masse le visage ou qui pourrait être perturbé si on mettait par exemple un doigt dans la bouche, etc. Parce que là le geste il serait plus délétère qu'autre chose. Donc on va préparer le bébé, on va lui proposer des massages, de la rééducation. On va travailler en parallèle avec des chiropracteurs ou des ostéos qui sont formés également à cette spécificité pour qu'ils travaillent un petit peu sur les tensions que ça peut entraîner. Et en fait, quand le bébé est prêt, là, on va chez l'ORL ou le dentiste pour qu'il pratique la frénotomie. Et suite à ce geste, en fait, on va refaire un petit peu les exercices, on va rééduquer la langue pour qu'elle retrouve toute sa fonctionnalité et qu'on puisse régler derrière les problématiques d'allaitement. Après, pour répondre à la question si c'est bénéfique ou pas pour l'allaitement, quand on fait la frénotomie, c'est pas uniquement pour régler un problème d'allaitement ou d'alimentation, on règle un problème, je dirais presque pour toute la vie. Parce que ces freins restrictifs buccaux, ils ont un impact, pas uniquement sur l'alimentation des premiers mois, etc. Ils vont avoir un impact sur la respiration, sur la croissance du maxillaire, sur tout un tas de choses, sur la prononciation, sur la position des dents, etc. Donc, quand on choisit de faire ça, c'est pas uniquement dans le but d'améliorer une problématique d'allaitement, c'est bien trop réducteur, c'est vraiment pour derrière avoir une qualité de vie autre. C'est bénéfique clairement pour l'allaitement et clairement pour l'enfant. Tout à fait. Mais et est-ce qu'il y a des parents qui peuvent passer du temps sans se rendre compte qu'il y a un problème de frein ? Bien sûr. Il y a même des adultes qui font... Là, j'ai une collègue, la consultante, qui s'est fait couper son frein. Elle a 47 ans. Elle est consultante en lactation. Ouais. Et voilà, et elle avait des douleurs cervicales importantes où elle a pris pendant des années des anti-inflammatoires, etc. Et du jour où elle a fait sectionner ce frein, elle a retrouvé, c'était incroyable, vraiment. Parce que les freins restrictifs entraînent de telles tensions. En fait, tout le corps est imbriqué et va ensemble, en fait. Donc, pour schématiser, des tensions au niveau du frein peut donner des douleurs, par exemple, au orteil. En gros, quoi. Caricature, okay. Mais c'est un peu ça, quoi. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'il faut vraiment préparer l'enfant pour que derrière on puisse avoir tous les avantages d'une frénotomie et qu'on soit pas obligé d'y retourner parce que on l'a fait à un moment où finalement l'enfant n'était pas prêt et n'a pas pu faire derrière correctement les exercices de rééducation. D'accord. C'est pour ça que c'est vraiment un accompagnement pluridisciplinaire où on va vraiment démarrer on va observer un petit peu la fonction de la langue, le fait, ce qu'on appelle la protrusion de la langue, c'est le fait que la langue se tire en avant, la latéralisation, l'élévation, etc. Et on va un petit peu rééduquer, donc il y a des petits exercices à faire qui sont hyper faciles que les parents font à la maison et tout le travail aussi des chiros et des ostéos pour travailler sur ces tensions. Et une fois que l'enfant accepte bien les exercices, que les exercices se font dans de bonnes conditions, que le bébé est content, donc ça se fait sous forme vraiment ludique avec son enfant, et là on peut partir chez l'ORL ou le dentiste pour faire le geste. D'accord. Et il n'y a pas d'âge minimum ?
Non, en fait, l'avantage des freins, c'est qu'on peut s'en occuper à n'importe quel moment de la vie, mais il faut que l'enfant ou la personne ait préparé ce geste. C'est-à-dire qu'on n'y va pas comme ça, sectionner le frein. Si derrière, par exemple, je sais pas, on rentre à peine le doigt dans la bouche de bébé et il se met à avoir des hauts le cœur, eh ben on va y aller tranquille. Donc là encore, chaque enfant va avoir, il y a des bébés qui vont être prêts en 15 jours et d'autres, ce sera plusieurs mois. D'accord. Donc voilà. Et parfois, on peut même dépister aussi des troubles de l'oralité. Donc là, on va travailler avec des orthophonistes aussi. Quand ils sont un peu plus grands. Oui. D'accord. Voilà. Question intéressante. On dit à raison qu'un allaitement ne doit pas être douloureux et qu'une douleur doit amener à consulter rapidement pour corriger la position. Est-il possible que certaines femmes aient des douleurs à la mise au sein uniquement les premiers jours ? Est-ce que tout le monde a des douleurs en fait ? Alors, tout le monde n'a pas de douleur parce que déjà, on n'a pas tous un rapport à la douleur qui est la même. Déjà, il y a ça. Après, on peut avoir alors, c'est pas des douleurs, ça va être des sensations un peu fortes au départ, les premières semaines, mais qui vont s'estomper très vite au cours de la tétée et qui sont liées aux hormones de l'allaitement. Mais c'est pas considéré comme de la douleur. C'est-à-dire que si vraiment il y a de la douleur et que la maman elle s'accroche ou elle est très tendue, ça c'est pas normal. Mais par contre une sensibilité importante, comme on peut avoir par exemple les seins sensibles au moment de l'ovulation, et ben c'est un peu ça. On peut avoir une sensibilité un peu particulière au démarrage de l'allaitement et au démarrage de la tétée. Et ça s'estompe très très vite. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, le lait se met à couler, le bébé il tète et tout va bien. Mais il faut pas que ce soit une douleur qui dure sur la tétée ou qui soit présente entre les tétées. Parce que là, pour le coup, c'est pas normal et il faut regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la tétée, au niveau de la succion, etc. Mais donc, parce que la question de la douleur, c'est quand même quelque chose qui revient très fréquemment dans l'allaitement. Tout à fait. Mais parce qu'encore, on pense que c'est normal d'avoir mal les premiers temps de l'allaitement, le temps que les seins se fassent. En fait, c'est absolument pas normal. Donc souvent, cette douleur, elle est un peu banalisée ou en disant, bon, elle est trop sensible, c'est qu'au fond, tu veux pas vraiment allaiter, enfin des trucs pas très cool. Mais non, c'est pas normal d'avoir mal. Autant la sensibilité, c'est-à-dire qu'on va sentir le bébé téter un petit peu, ça c'est tout à fait normal au départ et effectivement au bout de 15 jours, il n'y a plus cette sensation. Mais la douleur, non, la douleur n'est pas normale et ça c'est vraiment le motif de consultation. On n'attend pas quoi et on se dit pas que ça va s'améliorer comme ça. Il faut consulter. Et donc, quand tu parles des 15 premiers jours, ça tire un peu, effectivement, parce qu'on n'est pas forcément habitué et que c'est une nouvelle sensation. Est-ce que les crevasses qui durent plus aussi, est-ce que c'est normal d'avoir une crevasse ou pas du tout ? Ah non, là encore, la crevasse, c'est que le bébé ne tète pas correctement et que le mamelon, dans la bouche, il n'est pas mis au bon endroit et il frotte à des endroits où vous ne devrez pas être. Souvent, c'est l'ouverture de la bouche qui n'est pas assez grande, ce qui fait que le mamelon, il peut pas aller se loger au niveau du palais là où il devrait. Donc, il y a des frottements. Et ça peut être aussi la langue qui se met pas correctement sous le mamelon, en gouttière. Et là encore, le mamelon, il peut frotter sur la gencive du bébé, etc. quoi. Donc, c'est pas... Non, une crevasse n'est pas normale. Et surtout une crevasse qui dure. C'est-à-dire que si on essaye de repositionner son bébé, qu'on fait par exemple des pansements de lait maternel ou qu'on met un peu de lanoline, si on voit que ça passe pas, il faut là encore revoir avec un professionnel pour voir ce qui se passe et comprendre la problématique. Ouais, en fait, c'est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est que la nature est bien faite. Logiquement, on ne devrait pas Tout à fait, souffrir de ce geste. Et même si une maman est douillette ou quoi, non, ce n'est pas normal. Ça n'a rien à voir avec... si elle a mal, quoi. Ouais, non, mais en fait, c'est intéressant aussi parce qu'on en revient à l'épisode de la semaine dernière où on expliquait que les professionnels de santé, parfois, n'écoutent juste pas les parents. Quand on dit on a mal, Exactement. Ils font les douillettes, ça va, c'est rien. Mais non, s'il y a douleur, ça doit interpeller. On ne peut pas rester... Tout à fait.
Comme lorsqu'une maman dit qu'il y a un problème qui ne va pas avec son bébé, qu'elle le sent pas bien, les mamans ont toujours raison. Si elles interpellent sur c'est qu'il y a quelque chose. Ben là, c'est pareil pour la douleur. Si elle a mal, elle a mal, quoi. Il n'y a pas à remettre en doute, en fait, son ressenti face à la douleur, hein. Ça, c'est pas normal. C'est pas professionnel. C'est vrai. Alors, tu as un tout petit peu répondu à cette question, mais on va aller bien plus longuement sur le thème. Peut-on manquer de lait ? On entend souvent que ce n'est pas possible, mais ça fait culpabiliser de donner un complément au biberon et ça fait perdre confiance. Alors, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un tout petit pourcentage de mamans qui, effectivement, ne pourront pas physiologiquement fabriquer suffisamment de lait pour leur bébé. Après, donc ça doit correspondre, je ne sais pas, peut-être 3-4% des femmes. Après, déjà, ça ne veut pas dire qu'on est obligé, parce que elles ne peuvent pas fabriquer 100% du lait qu'elles donnent à leur bébé, qu'on est obligé de leur faire choisir d'arrêter l'allaitement. Elles peuvent tout à fait poursuivre certaines tétées et puis compléter avec des préparations pour nourrissons. Donc déjà, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de lait qu'on est obligé de dire à la dame, bon, ben c'est bon, passez à autre chose. Elles peuvent tout à fait faire les deux. Il y a des dispositifs d'aide à l'allaitement, des DAL, qu'on peut tout à fait, où l'enfant, du coup, peut recevoir et le lait de sa maman et le lait en complément du 2 en 1. Donc déjà, ça, c'est une chose. Après, bien souvent, le fait de manquer de lait qui est réel, c'est souvent la conséquence d'une mauvaise organisation de l'allaitement plus qu'un fait. Globalement, en général, des fois, on a des mamans qui disent « Ah, ben, j'ai été obligée d'arrêter l'allaitement. À 3 semaines, 1 mois, j'avais plus de lait. » Mais c'est bien souvent parce que en amont, les 3 premières semaines, en fait, la mise en route de l'allaitement n'a pas été optimale. C'est ce qui a créé cette baisse de lait et cette insuffisance, par conséquence, de lait en suivant. Mais c'est pour ça que le premier mois, il est hyper important parce que c'est ce premier mois où, en fait, les seins, ils vont calibrer la production de lait. Donc, on a tout intérêt à avoir des tétées ultra fréquentes et des tétées efficaces et sans douleur, etc., pour que le corps apprenne à bien fabriquer du lait pour plus tard. C'est-à-dire que ça assure, si ce calibrage il est fait de façon optimale, et ben ça assure à la maman d'avoir suffisamment de lait pour toute la durée de l'allaitement qu'elle choisira. Donc c'est hyper important ce premier mois en fait. C'est pour ça que si un bébé ne prend pas suffisamment de lait, si la maman a des crevasses, si le bébé dort beaucoup, ou si au contraire il y a trop de tétées, c'est-à-dire que c'est des tétées sans début ni fin. Tout ça, c'est des choses qui doivent alerter dans le premier mois parce que si c'est pas optimal, eh ben on est sûr à 99% que ça le sera jamais. C'est comme de dire, on sait qu'un bébé, il doit prendre globalement au moins 200 grammes par semaine et on entend, oui, bon, ben, il prend 150, c'est bien. Mais jamais, moi, j'ai vu dans ma pratique qu'un bébé qui, au départ, prenait 150 grammes, après, au bout de 2 mois, il prenait 300 grammes. Non. C'est-à-dire que si c'est déjà pas optimal au départ, ça ne le sera jamais comme ça par miracle. Donc, il faut, dans ce premier mois-là, si tous les paramètres sont pas ouverts, que ce soit des tétées sans douleur, un nombre d'urine et de sel suffisant, une prise de poids adaptée, eh ben, il faut, là encore une fois, ne pas attendre que la situation se dégrade et que le bébé soit en perte de poids. Parce que c'est bien plus facile de redresser les problématiques d'allaitement dans les premières semaines que d'attendre 3-4 mois que la maman ait plus de lait, que le bébé il se détourne du sein, enfin voilà. Donc plus tôt on va régler les problèmes, plus ça ira et surtout moins la confiance de la maman sera mise en doute. Et on sait à quel point c'est important avec les hormones. C'est la base. Et l'ocytocine. Tout à fait, c'est la base, ouais. Alors, 10e question. Bébé bientôt 3 mois, allaité exclusivement. Énorme RGO qu'on a du mal à équilibrer sous traitement. J'ai remarqué un REF. Alors, un REF, c'est un frein de langue, c'est ça ? Réflexe, c'est un réflexe d'éjection fort. Réflexe. C'est-à-dire que le lait coule très vite. Est-ce lié des conseils ?
Alors, effectivement, ce qui serait intéressant pour cette maman, c'est parce que souvent le fait que le lait coule très vite, c'est souvent, pas toujours, mais souvent associé à un défaut de succion. C'est-à-dire que le bébé, il va pas avoir une succion optimale et il va avoir tendance à pincer très fort, ce qui fait qu'il envoie un signal, un influx nerveux à la mère de produire à fond du lait. Et c'est ce qui fait que souvent on se retrouve avec une maman qui a beaucoup de lait et qui coule très vite. En fait, là, ça compense un peu le défaut de succion du bébé. Alors c'est génial parce que derrière, souvent les bébés, ils n'ont pas de problème de prise de poids. Mais la problématique avec laquelle on va être confronté, c'est que au bout de plusieurs mois d'allaitement, si le bébé il a toujours pas bien appris à téter, quand la façon de produire le lait va être un petit peu modifiée et moins soumis aux hormones, et que que le corps va fabriquer du lait en fonction de la demande et du bébé. Si la demande elle est pas optimale, et ben derrière ça va créer une baisse de lait chez la maman. Et on aura un bébé, on va se retrouver avec un bébé de 4 mois qui tète pas correctement et la maman qui n'a plus autant de lait pour compenser ce défaut. Donc plutôt, encore une fois, on règle la problématique, mieux c'est. Donc ce qui serait intéressant pour cette maman, c'est qu'elle regarde un petit peu du côté de la succion de son bébé. Parce qu'effectivement, quand il y a des bébés qui sont inondés de lait, c'est des bébés qui peuvent prendre énormément d'air au tété, qui ont du mal à déglutir correctement, donc ils peuvent avoir beaucoup de hoquets, beaucoup de renvois, des inconforts. C'est des bébés qu'on a du mal à poser. C'est vraiment des bébés qui ont des besoins très importants. Donc il faut regarder du côté de la succion et également du côté des tensions, parce que des tensions qui peuvent être en lien avec la position in utero, on peut retrouver aussi des problématiques comme ça. Donc ça peut être vraiment intéressant de refaire un point vraiment sur la succion du bébé et l'organisation de l'allaitement. Parce que si cette maman elle a beaucoup de lait, il y a des petites choses à faire pour réajuster et faire en sorte que son bébé soit plus serein au tété et plus confortable aussi par conséquent, parce que souvent on va médicaliser la problématique et parfois on peut essayer avant d'avoir recours aux médicaments, d'essayer de faire des choses au niveau de l'organisation des tétés, beaucoup de portage aussi. Le portage, ça aide beaucoup les bébés qui ont des RGO. Et puis ça permet aussi d'être en proximité. Les bébés, ils en ont besoin de cette proximité au départ. Et puis juste pour cette maman, si elle avait écouté l'épisode numéro 47, on a beaucoup parlé du RGO avec l'alimentation de la maman via l'allaitement. Ça pourra peut-être l'aider à avoir et là, refaire un point, pour parce que c'est pas facile d'avoir un bébé comme ça qui souffre comme ça. C'est vraiment pas facile. C'est vrai. Bon, alors je t'ai demandé une petite question bonus parce que j'avais vu qu'il y avait énormément de questions quand même sur le sevrage des bambins. Et toi, tu m'as dit oui, il y en a aussi beaucoup sur le sommeil. Donc, on a regroupé une question qui a les deux. Mais juste avant de commencer, par rapport au sommeil, vous pouvez vous référer aux 2 épisodes qu'il y a sur le sommeil où on parle d'allaitement également pour que vous puissiez avoir d'autres réponses. Mais je vais lire la question. J'allaite mon petit garçon de 18 mois. Nous faisons du co-sleeping car il ne s'endort qu'au sein et a toujours refusé la sucette. Je ne veux pas arrêter mon allaitement, mais mon entourage me met la pression pour qu'il dorme seul et qu'à son âge, il ne devrait plus téter. Je me pose des questions sur le sevrage naturel et comment l'aider à dormir correctement sans moi. Ouais. Alors déjà, c'est ce que je t'avais dit au début de l'entretien, c'est que le sommeil, c'est plus un problème de notre société qui a un problème avec ça que réellement les bébés qui ont des soucis avec ces rythmes. Le sommeil, avant plusieurs années, il n'est pas forcément un bébé et un bambin ne peut pas dormir 12 heures d'affilée comme par exemple nous, quoi. C'est pas du tout, on peut pas attendre ça des enfants et encore moins dans la première année. Et mettre les parents dans l'embarras comme ça en leur disant que c'est pas normal que leur bébé de 8 mois, de 12 mois, de 15 mois ne dorme pas la nuit, et ben c'est terrible. C'est terrible parce que l'information elle est un peu erronée. Donc le sommeil, c'est quelque chose qui s'accompagne, comme on accompagne plein d'autres choses chez son enfant, la marche, la propreté,
plein de choses. Donc le sommeil, ça s'accompagne. Après, effectivement, on peut l'accompagner là encore de différentes manières. Alors souvent, la première année, comme le lait maternel, c'est quand même l'alimentation principale de la première année, on va pas trop conseiller de stopper les tétées de nuit parce qu'elles sont importantes, parce que la maman, elle a beaucoup de lait la nuit aussi. C'est calme, souvent c'est des tétées qui se passent bien, tout le monde se rendort facilement, etc. Donc elles sont plutôt intéressantes pour le bébé, pour le développement de l'enfant, etc., pour le maintien d'une bonne production de lait. Passé un an, moi j'ai souvent le cas des mamans qui me disent certaines tétées la nuit m'embêtent un peu, j'aimerais faire différemment, mais à la fois je veux pas sevrer. Donc passé un an, 15 mois, on peut négocier des choses avec son enfant, ce qu'on appelle un peu l'allaitement à l'amiable. On peut dire à l'enfant, voilà, si tu te réveilles, je suis là pour t'accompagner. Par contre, je ne souhaite pas, entre telle heure et telle heure, par exemple, te donner la tétée. On a le droit de s'autoriser ça et on va pas courir tout de suite au sevrage, le lait va pas s'arrêter comme ça. Après, concernant cette maman qui est en cododo avec son bébé, le cododo, même encore à 18 mois, c'est quelque chose qui est assez confortable parce qu'on n'a pas à se lever aussi, on rassure le bébé, c'est quelque chose de normal. Malheureusement, ce qui nous fait défaut, c'est encore une fois qu'on est dans une société où les enfants doivent rentrer dans des cases et dès qu'ils y rentrent pas, ils sont pointés du doigt et ce que font les parents est en permanence remis en question. Et ça, c'est un peu désagréable pour les parents. Donc non, il n'y a aucun souci. Et puis, plus de toute manière, on va sécuriser l'enfant, que ce soit avec des tétés, avec des câlins, le fait de dormir dans la même chambre, etc. Plus l'enfant, au contraire, il va être autonome parce qu'il va être en sécurité. Et c'est ça qui est important de transmettre à nos enfants, c'est cette sécurité et qu'ils peuvent compter sur nous. Peu importe le temps que ça prendra, de toute manière, on n'a jamais vu un enfant, un ado encore dans la chambre de ses parents, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Et puis après, comme je dis aux mamans, si cette problématique de sommeil, de cododo, d'allaitement la nuit pose souci, on n'est pas obligé d'en parler avec nos amis, avec la famille, avec le médecin. C'est quelque chose qui regarde que le couple et l'enfant, en fait. On n'a pas à se justifier des choix qu'on fait pour nos enfants, et encore moins celui de l'allaiter encore à 18 mois. Moi, je félicite les mamans, et il y en avait plein de questions sur l'allaitement long, et je félicite toutes ces mamans d'allaiter dans le contexte actuel en France en 2020. Donc non, c'est super. Et alors justement, pour répondre à sa question, quand on pense au sevrage du bambin, qui est très peu évoqué, alors comme tu le dis, encore moins dans notre société, puisque moi, la première, j'ai sevré à 3 mois, donc il y a quoi comme enjeu derrière le sevrage du bambin? Comment on amène ça? Parce que c'est totalement différent, évidemment. Tout à fait. C'est-à-dire que le sevrage d'un tout petit et le sevrage du bambin, où là, effectivement, à 18 mois ou à 2 ans, quand on va aborder un peu quand la maman va commencer à dire, voilà, j'aimerais que les tétées soient un petit peu différentes ou j'aimerais carrément arrêter, etc. Donc évidemment, ça se prépare, là encore une fois. C'est pas du jour au lendemain. C'est important de prendre ce temps-là, que ce soit pour la maman, le papa ou même le bébé. Parce que souvent on va être confronté à la frustration du bébé qui lui va dire qu'il n'est pas forcément d'accord, pour arrêter. Il peut être triste aussi que sa maman lui propose ça, il peut être en colère. Donc tout ça, c'est des émotions qu'il va falloir accueillir et qui sont bien évidemment souvent plus difficiles pour la maman que le papa ou que l'autre parent. Donc du coup, l'autre parent va pouvoir avoir une place et essayer de proposer autre chose à l'enfant à ce moment-là. Après, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de voir un petit peu à quel moment l'enfant réclame, dans quelle situation en fait l'enfant réclame cet été-là. Et d'essayer peut-être de pas arriver à ces occasions-là. Essayer de voir un petit peu et de proposer autre chose, mais toujours de mettre des mots, de pas hésiter aussi à lui exprimer nos émotions, à lui dire voilà, j'ai envie d'arrêter, sans forcément se justifier, mais d'exprimer un petit peu tout ce qu'on repense, que voilà,
que c'est la fin de l'allaitement, mais que on va continuer cette relation grandit, elle va être différente, mais que maman et papa seront toujours là, quoi, que ce sera différent. Et pas hésiter à accompagner. Après, pour les enfants plus grands, il existe plein de livres sur le sevrage. Notamment, j'aime bien ce petit livre, On m'a volé mes tétés. C'est un livre hyper coloré où là, on peut, sur ce support-là, discuter avec l'enfant, tu vois, ça se termine, mais en même temps, tu vas pouvoir découvrir le monde. Il y a plein de choses colorées. Il est beau comme tout ce livre. Et en tout cas, verbaliser et accompagner. Et peu importe, des fois, il y aura des bébés, ça va se faire très vite, et d'autres fois, il y aura un petit peu plus besoin de temps. Mais c'est pas grave, il faut quand même prendre ce temps, c'est important. Et après, encore une fois, ça peut être aussi l'occasion de venir en consultation. Moi, je reçois des fois des grands bébés. Et puis, on prend le temps d'expliquer les choses. Et c'est des consultations qui sont intéressantes parce que c'est pas facile aussi pour les mamans, même si elles veulent sevrer, c'est une relation qui va se construire un petit peu différemment. Donc, il faut prendre le temps de poser les choses, que chacun exprime un petit peu ce qu'il ressent, y compris le papa, etc. Je pense que effectivement, c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, qui est plus ou moins banalisé, parce qu'on se dit, bon, c'est bon, à 2 ans et demi, ça va, quoi. Et en fait, non, quoi, parce que le bébé, ça fait 2 ans et demi qu'il a cette relation particulière avec sa maman, quoi. Donc, il faut arriver à trouver autre chose. Après, il peut y avoir, notamment par exemple pour l'endormissement, plein d'autres rituels qu'on peut créer, etc. Ça peut être aussi l'occasion de changer, par exemple, si l'enfant dort dans sa chambre, d'aménager sa chambre différemment. On peut lui donner le droit de mettre son lit où il veut. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut proposer à l'enfant pour symboliser un petit peu ce sevrage qui est un cap dans la vie, en fait. Oui, j'aime bien le fait que tu dises que on peut se faire aider et accompagner. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas tous le réflexe pour arrêter. Enfin, on l'a, tu vois, pour démarrer et mettre en place, mais on l'a peut-être pas pour arrêter en se disant que on va y arriver, alors que non, on peut se faire aider et que c'est bénéfique. Tout à fait, ouais. Et après, pour nous, les consultantes, d'avoir rencontré les parents au démarrage et puis qui frappent à la porte pour un sevrage, c'est génial aussi. Parce que je trouve que on a l'histoire au complet, c'est vraiment aussi sympa pour nous. Merci Julie, je pense qu'on a été complète, enfin en partie, évidemment. Comme tu l'as souligné déjà, chaque enfant est différent, chaque allaitement est différent, mais on a au moins tenté de balayer les sujets les plus importants et graduellement. Et j'imagine que tu encourages toutes les mamans et les parents à aller voir des consultantes. Oui, des consultantes IBCLC, tout à fait. Faut pas hésiter. Après, des fois, ça fait du bien aussi d'aller en consultation, même quand ça va bien. Parce que entendre que tout va bien et que ce qu'on fait, c'est bien, c'est important aussi pour la confiance, pour cette relation qui se construit avec son bébé. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est quand on a la possibilité, alors là, actuellement, ça va être un peu limité, mais de faire des réunions de mamans. Aller voir ce que c'est l'allaitement, aller discuter avec d'autres mamans qui allaitent, parce qu'on se rend vite compte que ce qu'on vit, il y a beaucoup de mamans qui sont dans cette situation, et ça permet aussi d'arriver à prendre du recul et d'être un petit peu plus objectif avec sa situation et d'être moins exigeante. Et ça fait du bien aussi d'échanger sur cette thématique, mais pas que, l'allaitement, la parentalité, les questions de sommeil, l'arrivée d'un deuxième enfant, le cododo, toutes ces thématiques. Ça fait du bien aux mamans de discuter entre elles parce qu'on vit la même chose. Et ça, je m'en suis rendu compte encore plus en faisant des consultations en visio, où là, j'ai eu des mamans des 4 coins de la France, pour le coup. Et on est tous logés à la même enseigne, avec toutes les mêmes remarques parfois dans les maternités. Voilà, quoi. Donc, il faut vraiment s'entraider parce que l'allaitement, c'est un bon moment dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme aussi. Et c'est pas quelque chose qu'on va vivre 15 000 fois, quoi.
Et donc, faut prendre soin de ces moments qui sont précieux. Et comme je dis souvent aux mamans, c'est vraiment un cadeau que vous faites à votre bébé. Parce que c'est un capital santé de dingue. Donc, c'est vraiment, et pour vous aussi d'ailleurs, mais voilà, c'est vraiment un beau cadeau. Donc, bravo aux mamans qui allaitent encore leurs enfants à 18 mois, 2 ans, 3 ans. C'est formidable. Parce que c'est un beau bagage que vous leur donnez à ces enfants. Ils ont beaucoup de chance. Merci beaucoup, Julie, pour ce point complet. Merci, Clémentine. Merci à toi. Au revoir. C'était Julie Longy, spécialiste de l'allaitement. Merci d'être toujours aussi fidèle à ce format. On se retrouve le mois prochain. Prenez soin de vous.